Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette cinquième webconférence de la FLAR sur l'ostéoporose et qui aujourd'hui va nous permettre d'aborder le thème des fractures vertébrales. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir nos deux intervenants que sont le docteur Bénédicte Etich, qui est médecin rhumatologue au centre hospitalier universitaire du Mans, ainsi que Laurent Grange, qui est à la fois médecin rhumatologue à Grenoble et président de la FLAR. Vous avez l'habitude, pour certains d'entre vous, et je vois déjà le premier bonsoir de la part de Fabienne, de nous rejoindre lors de ces webconférences, et nous vous invitons, s'il vous plaît, à venir vous présenter, et puis ce sera également pour vous la possibilité de communiquer avec nous en utilisant le chat. Le chat, c'est effectivement sur la droite de votre écran, cet outil qui vous permet, en entrant votre message, vous verrez donc en bas et à droite une zone qui vous permet de communiquer avec nous, de poser vos questions. Serge nous souhaite un bonjour des Vosges et nous vous invitons tout simplement à tester ce moyen de communication en nous indiquant ce que vous souhaitez, en particulier par exemple l'endroit d'où vous venez. Sophie envoie un message personnel, amical des Ardennes. Voilà, c'est merci. Merci à Sophie d'être là avec nous ce soir. Voilà, nous vous invitons tout au long de cette webconférence à utiliser ce moyen de communication pour poser vos questions, également pour publier, poster des commentaires qui seront relayés par le docteur Laurent Grange auprès de notre intervenant de ce soir, donc le docteur Bénédicte Etich. Alors, je vais laisser la parole sans plus tarder à Laurent Grange qui va nous présenter, ou nous représenter, puisque vous l'avez compris, c'est la cinquième webconférence de la FLAR, cette association qu'il préside. Merci Hervé et merci beaucoup d'être tous présents, très nombreux ce soir pour écouter notre collègue parler des fractures vertébrales. Effectivement, au nom du conseil d'administration de la FLAR, je vous remercie. Alors la FLAR, pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors on a même quelqu'un qui nous écoute du Portugal, donc ça c'est assez exemplaire. Bonsoir. Donc effectivement, la FLAR, c'est une association de patients qui a été créée en 1928. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1937 et notre but, c'est optimiser et coordonner la lutte anti-rhumatismale dans tous ses aspects, plus de 200 maladies. Nous sommes les seuls à défendre l'intérêt des patients ostéoporotiques, par exemple, en France. Et donc, c'est votre association, c'est l'association des patients. Et plus on est nombreux, plus on pourra vous défendre et plus on pourra améliorer la prise en charge de l'ostéoporose en France. Alors, effectivement, l'ostéoporose… Alors, attendez, j'ai un problème technique. Voilà. Le constat, effectivement, c'est que l'ostéoporose est actuellement pas de manière optimale prise en charge. C'est ce qu'on s'est aperçu. Il y a beaucoup d'informations fausses ou erronées dans les médias, sur Internet. Et donc, on a décidé, nous, à FLAR et le conseil d'administration et donc les patients français, ont décidé que nous allons entrer dans une phase d'essayer de changer l'image de cette pathologie. D'autant plus qu'il y a de moins en moins de patients qui sont traités actuellement en France, avec un corollaire, c'est qu'il y aura en 2030 plus 24% de fractures par fragilité osseuse, à la fois par le vieillissement de la population, mais aussi par l'absence de prise en charge. Donc on se mobilise, on est mobilisé, on travaille de manière conjointe avec la ministre de la Santé, le Premier ministre, pour essayer de changer cela et faire que l'ostéoporose ne soit plus une fatalité et soit véritablement prise en charge de manière optimale. C'est pour ça qu'on a lancé ces webconférences. Nous sommes donc à la 5e avec un grand succès, on doit le dire. Et donc, il nous paraît important de pouvoir donner l'accès à des experts nationaux, internationaux sur cette pathologie, à vous Français et vous patients souffrant d'ostéoporose.
Je vais donc tout de suite laisser le micro au docteur Bénédicte Attiche, rhumatologue, donc, qui va nous parler des fractures vertébrales dans l'ostéoporose. Bénédicte, c'est à vous. Merci. Bon, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette web conférence qui est donc la 5e. Il m'a été demandé de traiter ce soir le sujet des fractures vertébrales dans l'ostéoporose et essentiellement l'aspect diagnostique. Donc, je n'aborde pas volontairement dans ce diaporama qui est très court, mais qui va pouvoir poser les choses, l'aspect du traitement. S'il y a des questions après, bien sûr, on y répondra. Donc, ce que je vous propose comme plan, c'est celui-ci. Tout d'abord, de définir ce qu'est une fracture vertébrale ostéoporotique, puis de voir quels en sont les symptômes, les conséquences, la gravité, comment on évalue une fracture vertébrale ostéoporotique et quel est le traitement. Et j'ai simplement indiqué que c'était une urgence thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'une fracture vertébrale ostéoporotique? Une fracture vertébrale, c'est une complication fracturaire de l'ostéoporose. Donc, l'ostéoporose, je reprends la définition pour que nous soyons tous d'accord. Il s'agit d'une maladie osseuse qui est définie comme une maladie générale de l'ensemble du squelette et qui est caractérisée par une diminution de la résistance osseuse qui résulte à la fois de la densité et de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments, diminution de la densité osseuse, qu'on mesure par l'ostéodensitométrie, et aussi perturbation de l'architecture osseuse, qui définit la qualité. Et les deux éléments peuvent conduire donc à un risque accru de fractures osseuses. Là, c'est la diapo habituelle où on voit un os normal qui est fait de travées osseuses qui sont assez épaisses, qui sont bien reliées les unes aux autres par d'autres petites travées, tandis que là, on voit que ces travées se sont amincies et qu'elles sont perforées par endroits, ce qui définit de larges trous. Donc, on comprend bien que si on tombe, par exemple, notre os sera moins résistant. C'est une maladie qui s'installe sans douleur, l'ostéoporose s'installe sans douleur. Il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut toujours rechercher. Le principal, c'est la ménopause, mais il y a aussi des règles d'hygiène de vie qu'il faut respecter, puisque le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Il y a des médicaments qui peuvent conduire à l'ostéoporose. Le principal, c'est la cortisone, mais il y en a d'autres. Il y a des facteurs génétiques. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la consultation avec un spécialiste ou déjà avec son médecin traitant s'il est sensibilisé à cette maladie. La fracture vertébrale, c'est la diminution de hauteur d'une vertèbre. Donc, soit suite à un traumatisme minime comme une chute de sa hauteur, soit même de façon spontanée. Et on considère qu'il y a environ 150 000 fractures vertébrales par an, mais que seul un tiers sont vraiment diagnostiquées. Par comparaison, 74 000 fractures de hanche par an. Un tiers diagnostiqué, parce qu'on va le voir après, on peut faire une fracture sans ressentir de douleur aiguë. On va dire c'est le mal de dos habituel, on va passer et puis on va diminuer sa taille et au bout du compte, on aura, si on fait une radio, une ou deux vertèbres déjà fracturées. Là, c'est une radiographie du rachis lombaire de profil. Vous voyez les vertèbres qui s'empilent les unes au-dessus des autres, qui sont de hauteur là normale. Deux vertèbres sont séparées par un disque. Le disque peut se pincer, mais la vertèbre, elle ne se tasse pas, elle se fracture. Il ne faut plus utiliser le terme de tassement vertébral, mais de fracture. Et vous voyez ici qu'il y en a plusieurs, une ici, une là. Vous voyez ce qu'est devenue cette pauvre vertèbre, une là. Celle-là est encore de hauteur normale et celles qui sont au-dessus ont diminué. Si on fait un grossissement, vous voyez bien cette fracture de vertèbre extrêmement sévère, il n'y en reste pratiquement plus rien, encore entourée par deux vertèbres de hauteur normale, non fracturée. Et il est important pour nous, spécialistes de l'os,
de classer ces fractures vertébrales en fonction du pourcentage de hauteur. Si la vertèbre diminue, on va dire pour être simple, de 20% de sa hauteur, on la grade en fracture de grade 1. C'est une fracture dite minime, mais c'est quand même une fracture. Si la vertèbre a diminué de plus de 40% de sa hauteur, c'est ce qui était le cas sur la radio précédente, on la grade 3. Donc là, c'est une fracture quand même sévère. Il reste plus grand-chose. Et puis la fracture modérée, c'est entre les deux, entre 20 et 40% de diminution de hauteur. Et vous voyez tous les aspects que cela peut prendre. C'est important pour nous de les grader, ces vertèbres, parce que quand on va proposer un traitement médical, l'objectif, c'est qu'on ne refasse pas d'autres fractures et que la fracture de grade 1 reste de grade 1 et ne devienne pas un grade 3. Alors, les symptômes, le plus souvent quand même, c'est une douleur. Une douleur qui s'installe brutalement au niveau de la colonne, dorsale ou lombaire, à la suite d'une chute, le plus souvent, mais ça peut être aussi à la suite d'un effort de soulèvement d'une charge lourde ou d'un faux mouvement. Cette douleur, elle va être ressentie et décrite comme permanente, augmentée par les mouvements. Mais dans les premiers jours de la douleur, les personnes peuvent souffrir également la nuit. Et elle va durer 4 à 6 semaines, très intense au début, puis l'intensité va décroître. C'est le temps de consolidation d'une fracture. Cette douleur s'installe sans fièvre, bien évidemment. Là, j'ai dit attention à la cascade fracturaire, parce qu'on va voir après, souvent, on ne s'arrête pas, malheureusement, à faire une seule fracture. On peut refaire 2 ou 3 fractures, l'une à la suite de l'autre. Ce qui fait qu'on commence par souffrir d'une fracture vertébrale pendant 4 semaines, et puis on recommence, rebelote, si je peux m'exprimer ainsi, nouvelle douleur importante, et on est reparti pour 6 semaines de douleur. Parfois, aucun symptôme est découverte fortuite sur une radiographie. On considère que c'est le cas pour 40 à 50% des fractures vertébrales en fonction des données de la littérature. Donc, quelles vont être les conséquences? La douleur, on l'a dit, qui peut conduire la personne à devoir rester allongée. Parfois, nécessité d'une hospitalisation. En tout cas, diminution de taille par rapport à la taille que l'on a à 20 ans. C'est pour ça qu'on demande toujours quelle est votre taille à une première consultation. Et on considère que si on perd 4 cm de taille par rapport à sa taille de jeune fille ou de jeune homme, et attention, c'est un signal pour rechercher des fractures vertébrales. Puis ensuite, plus on a de vertèbres qui se fracturent, plus on a notre colonne qui se déforme. Et quand on voit on dit toujours des petites grand-mères, c'est toujours sympathique des petites grand-mères, mais c'est vrai que on peut voir des dames très voûtées, âgées et très voûtées, c'est parce qu'elles ont fait des fractures vertébrales qui n'ont pas été prises en compte et en charge. D'où un préjudice esthétique. Les douleurs séquelaires, puisque quand on arrive comme ça, c'est sûr que les muscles vont avoir des difficultés pour bien fonctionner, une perte d'autonomie, un handicap, et de toute façon, globalement, avoir une fracture vertébrale, et toutes les personnes qui en ont une le disent, ça modifie, ça altère la qualité de vie. Donc, il y a toutes ces conséquences cliniques, mais ce que l'on sait aussi par les études, c'est que c'est extrêmement grave une fracture vertébrale. C'est grave parce que qui s'est cassé se cassera de nouveau si on ne prend pas cette personne en charge. Et le risque de fracture est très élevé dans l'année qui suit la première fracture. C'est pour ça qu'il faut toujours que la première fracture soit la dernière. Ça, c'est un petit diagramme qui vous montre qu'à partir du moment où on a fait une fracture, le risque relatif de refaire une fracture est maximal dans la première année, puis ensuite va décroître au fil du temps. Mais vous voyez que même à 6 ans, il reste élevé. Et on sait que dans l'année qui suit une fracture de vertèbre, 20% des patients feront une nouvelle fracture vertébrale et 25% des patients feront une autre fracture
qu'elle soit vertébrale ou sur un autre site du squelette. La seconde chose que l'on sait moins et qu'il faut bien prendre en compte et transmettre, c'est que la gravité, elle est également liée à la diminution de l'espérance de vie si cette fracture n'est pas prise en charge. Il est connu que lorsqu'on fait une fracture du col fémoral, dans l'année qui suit, 20% des patients vont malheureusement décéder pour des causes multiples et que seuls 30% de ces patients vont retrouver leur autonomie antérieure. Eh bien, la fracture du col, si elle multiplie le risque de mortalité par 6, si on ne la prend pas en charge, la fracture vertébrale clinique. Clinique, ça veut dire celle que le patient a ressentie, celle qui a été responsable de douleur, pas celle que l'on découvre fortuitement sur une radio. Eh bien, cette fracture vertébrale, si on ne la prend pas en charge, va également multiplier le risque de mortalité par 9. Donc, il est urgent de la prendre en compte et il faut l'évaluer. Ne jamais se précipiter sur un traitement avant d'avoir un minimum quand même de données dans son dossier. C'est-à-dire que le médecin référent, traitant ou le rhumatologue va regarder les antécédents de la personne qui vient de faire une fracture vertébrale, va rechercher tous ses facteurs de risque, va regarder quels sont ses facteurs de risque de chute, parce que bien évidemment, si on est un patient chuteur, ça a plus d'une chute dans l'année qui a précédé, plus on chute, plus on risque de se casser. On va regarder quels sont les apports en calcium et en protéines dans l'alimentation, parce que notre os est un tissu vivant, mais il a besoin de protéines et de calcium pour que nos cellules osseuses travaillent correctement. On va voir quel est le traitement que le patient suit pour justement dépister les médicaments qui peuvent favoriser la fragilité osseuse. Et on va examiner notre patient. Et puis, ne jamais passer à côté de la carte analyse de sang et analyse d'urine. Car certes, l'ostéoporose dite commune après la ménopause est la plus souvent pourvoyeuse de fractures, et en particulier de fractures vertébrales, mais il peut y avoir d'autres maladies osseuses. Et l'intérêt de l'analyse de sang et de l'analyse d'urine, c'est de dépister d'autres maladies osseuses qui nécessiteraient un traitement tout à fait spécifique. Donc on regarde le taux de calcium, phosphore, la fonction rénale, les protéines, le taux de vitamine D, les hormones, principalement la parathormone, l'hormone qui concerne la fonction de la thyroïde, la numération, et dans les urines, on s'assure qu'il n'y a pas de protéinurie et on regarde le taux de calcium urinaire. Et dans une ostéoporose commune, dite commune, post-ménopausique, toutes ces analyses sont normales, sauf très souvent, comme vous le savez, on manque de vitamine D, mais ça c'est relativement simple à compenser. S'il s'agit d'un homme, on étendra un peu notre bilan biologique, mais là je n'insiste pas. Et puis l'ostéodensitométrie. Alors l'ostéodensitométrie, elle est importante, essentiellement pour suivre l'efficacité du traitement qu'on va proposer, mais elle ne doit pas retarder l'institution d'un traitement pour renforcer la solidité osseuse et éviter d'autres fractures. Effectivement, je pense que maintenant vous en êtes tous convaincus, c'est urgent de prendre en compte une fracture vertébrale et urgent de lui proposer une évaluation et de la traiter. Et nécessité donc d'un traitement pour renforcer la solidité osseuse, quels que soient les résultats de l'ostéodensitométrie, car on peut se casser tout en ayant une densité osseuse normale ou subnormale. L'inverse étant vrai, on peut ne pas se casser et avoir une ostéoporose en densitométrie. Bon, ça, c'est pas le sujet, donc je n'insiste pas. Donc, quels que soient les résultats de l'ostéodensitométrie, qui dit fracture vertébrale, dit traitement, pour éviter d'autres fractures. Et j'avais mis rendez-vous pour une autre webconférence, puisque les traitements médicaux ou autres devraient être traités dans un autre sujet, un autre moment. Alors en conclusion, moi j'insiste sur le fait que c'est une complication sévère,
de l'ostéoporose, que la fracture vertébrale, c'est donc la diminution de taille d'une vertèbre, qu'elle peut être responsable d'une douleur, mais elle peut être tout à fait asymptomatique, qu'elle va diminuer la qualité de vie, donc c'est important de s'y intéresser, qu'elle nécessite une évaluation clinique, biologique et une mesure de la densité osseuse, et qu'il est urgent de la traiter pour éviter d'autres fractures. Voilà. Merci beaucoup Bénédicte pour ces diapositives très très claires. Et donc on a déjà beaucoup de questions. Donc je vais commencer à y répondre, enfin à poser les questions pour que vous puissiez y répondre. Donc la première question qui a été la plus historique dans les questions nous vient de Sophie. Alors c'est une question qui concerne pas que les fractures vertébrales, mais est-ce que les traitements du myélome favorisent-ils l'apparition de l'ostéoporose, Bénédicte? Alors, je crois qu'il faut vraiment mettre, c'est totalement différent. Il y a d'une part le myélome, qui est une maladie qui va fragiliser l'os et qu'il faut prendre en charge dans une équipe d'hématologie. Et puis, l'ostéoporose que nous traitons et dont on parle ce soir, qui est l'ostéoporose dite commune. L'évaluation biologique, c'est justement pour écarter la possibilité d'un myélome. Et on ne peut pas dire de toute façon que nos collègues hématos qui vont prendre en charge un patient qui souffre de myélome vont proposer des traitements qui vont fragiliser l'os. Au contraire, prenant en charge de façon globale la maladie myélomateuse, ils vont aussi renforcer la solidité osseuse puisque le myélome en lui-même fragilise l'os. Donc, en traitant le myélome, on traite de façon adaptée la fragilité osseuse liée à cette maladie hématologique. Et puis parfois, les hématologues utilisent les mêmes traitements qu'on utilise nous, notamment des biphosphonates dans le myélome, à des doses différentes, mais donc c'est aussi des traitements communs. Une autre question, les traitements de longue durée à la dexaméthasone ont-ils une incidence sur l'ostéoporose et plus particulièrement sur les fractures vertébrales, Bénédicte? Réponse oui, c'est un corticoïde. Tout à fait, la cortisone favorise fortement l'ostéoporose et les fractures vertébrales en d'autres termes. À quelle fréquence est-il conseillé de faire des ostéodensitométries? Alors, on n'est pas spécifique des vertèbres, mais… Alors, l'ostéodensitométrie est un examen dont le remboursement est soumis à condition suite à un décret du journal officiel du 30 juin 2006. Si c'est le premier examen, pour être remboursé, si nous sommes une femme, mais je crois que c'est une dame qui me pose la question, soit la ménopause a été précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans, soit la personne a déjà fait une fracture de fragilité, soit les parents, père ou mère, a fait des fractures du col du fémur, soit la personne est maigre, avec un indice de masse corporelle inférieur à 18, soit la personne prend un traitement inducteur d'ostéoporose tel que la corticothérapie, et dans ces conditions, le premier examen d'ostéodensitométrie est indiqué et remboursé. Donc on raisonne actuellement sur des facteurs de risque bien établis qui vont conduire à mesurer la densité osseuse. Et après, le second examen, c'est soit il y a des facteurs de risque qui sont surajoutés, soit la personne a un traitement et on veut évaluer l'efficacité de ce traitement. Et habituellement, les séquences thérapeutiques, c'est pour 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, on peut refaire un examen. Les textes disent dans les 3 à 5 ans suivant le premier examen. J'insiste beaucoup, l'ostéodensitométrie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Le plus important, c'est ce que j'appelle la clinique, c'est-à-dire ce que votre médecin peut recueillir en vous interrogeant, en vous examinant. C'est ça le plus important. Merci, c'est très clair. Alors, on va aborder peut-être, est-ce que l'alimentation peut permettre d'éviter l'apparition des fractures? Et moi, je rajouterais, est-ce que par l'alimentation, on peut traiter les fractures vertébrales ou éviter qu'il y en ait d'autres qui apparaissent? Bénédicte. Alors, l'alimentation, c'est important.
mais une fois que la fragilité osseuse s'est installée, ce ne sera pas suffisant. J'ai pour habitude de dire à mes patients, notre os est un tissu vivant. Dans notre os, il y a des cellules osseuses. Il y en a qui construisent de l'os et d'autres qui détruisent l'os. Et ces cellules osseuses ont besoin de matériaux pour construire un os de bonne qualité, de bonne densité. Et ces matériaux, c'est le calcium et la vitamine D. Et d'autre part, notre os reposant, si je peux dire, sur un support de protéines, il faut aussi ne pas être dénutri. Et je prends l'exemple toujours d'ouvriers sur un chantier. Si on veut que des ouvriers construisent bien la maison, ben, il faut que les ouvriers ils aient de quoi travailler. Du ciment, des briques, que sais-je, je suis pas spécialiste en construction de maison, mais il faut que ces ouvriers aient de quoi travailler. Donc, nos cellules osseuses, elles ont besoin toute notre vie de 1000 à 1200 mg de calcium par jour. Je fais simple, hein, on peut après aller dans les détails. Le calcium est principalement trouvé dans les produits laitiers de lait de vache, puisque le lait de chèvre et de brebis, c'est certainement très bon au goût, mais c'est beaucoup moins riche en calcium. Il y a des eaux minérales riches en calcium aussi, qu'il faut privilégier. Et puis, il y a d'autres aliments. Donc, si on fait le calcul de tout ce qu'on mange dans la journée, en discutant avec un spécialiste, il nous faut du calcium et il nous faut de la vitamine D. Ça, c'est pour la prévention d'une fragilité osseuse, pour avoir un bon capital osseux. D'où l'importance pour nos enfants et nos adolescents qu'ils partent dans la vie avec un bon capital osseux, avec le calcium et la vitamine D. Mais ensuite, une fois que la fragilité osseuse s'est constituée parce qu'il y a eu d'autres facteurs, ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudra un traitement qui va agir soit sur les cellules qui forment de l'os pour les stimuler, soit sur les cellules qui détruisent l'os pour ralentir leur activité. En parallèle, toujours notre calcium et vitamine D, mais l'alimentation là ne sera pas suffisante toute seule. C'est très clair, oui, effectivement, le calcium et la vitamine D, c'est nécessaire, mais pas suffisant. On ne peut pas traiter une ostéoporose qu'avec du calcium et de la vitamine D en supplémentation. Merci beaucoup, c'est très clair. Pareil pour l'activité physique. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Une question, c'est pouvons-nous avoir une amélioration en faisant du sport modéré et une bonne alimentation? Donc, on en a parlé. Et on aura une webconférence spécifique sur l'alimentation. J'en parlerai à la fin. Alors, l'activité physique, c'est bien pour entretenir, mais ça ne sera pas suffisant pour guérir d'une ostéoporose qui s'est déjà compliquée, de fractures, quel que soit d'ailleurs le site fracturé. Il est recommandé 30 minutes de marche par jour, au minimum, marche un peu active, hein, c'est pas le shopping. Et voilà, et c'est tous les exercices en charge, c'est-à-dire la marche, le jogging si on peut, mais pas par exemple la natation. La natation, c'est très bon pour les muscles du dos, mais ça n'apportera rien à notre os quand il augmente sa densité osseuse. Donc comme là, le vélo, par exemple. Voilà, c'est comme l'alimentation, c'est important surtout pour prévenir, mais une fois que c'est installé, il faut justement encourager la marche, mais ce ne sera pas suffisant. Alors Sophie nous pose une autre question. Est-ce que végétarien favorise-t-il l'apparition de l'ostéoporose? Les protéines végétales compensent-elles? Alors, je ne suis pas spécialiste des régimes végétariens. Moi, comme je dis à mes patients, vous trouvez votre calcium où vous voulez. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez 1 gramme à 1,2 g par jour. Donc, les personnes qui ne prennent plus de produits laitiers et qui prennent du jus de soja, parce que c'est pas du lait, c'est du jus de soja, ou qui prennent du lait d'amande, je leur dis, regardez sur votre bouteille ou sur la brique de votre produit, combien ça apporte de calcium. Bon, prenez de l'eau minérale riche en calcium. Mais tout ce qui est légumes et fruits apporte peu de calcium. Quant aux protéines, ben,
je ne suis pas spécialiste et pour répondre, moi j'aurais plutôt tendance à dire que ce n'est pas suffisant, mais peut-être parce que je ne suis pas végétarienne. Alors, pour avoir travaillé un peu sur le sujet, pour les végétariens, c'est-à-dire ceux qui utilisent encore le laitage et les œufs, on arrive à avoir une alimentation qui permet de compenser et d'avoir un impact faible sur l'os. Par contre, pour les végétaliens et surtout les véganes, là, qui arrêtent même le lait, tous les produits d'origine animale, là, par contre, toutes les études montrent que ça va favoriser l'ostéoporose. Donc, végétarien, oui, végétalien, attention, danger. L'eau Courmayeur, effectivement, c'est une eau minérale qui est à 517 mg par litre de calcium. Donc, je pense que Bénédicte pouvait la conseiller, comme je le fais parfois. Je ne voulais pas citer d'eau minérale riche en calcium, il y en a 3. Hein, donc, c'est une patiente c'est Fabienne qui nous pose cette question. L'eau Courmayeur. Alors, je vous les cite. Il y a un tiercé de tête. C'est comme Épar, Courmayeur et Contrex. Voilà. Très, très bien. Sinon, vous retrouverez dans les petites fiches du GRIO, hein, du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Donc ça, c'est clair, net et précis. Véronique de la Beauce nous pose une question. Est-ce que les traitements de la ménopause, donc les traitements hormonaux, Estreva, Dusfaston, sont utiles pour préserver la solidité des os? Pour sa part, elle a été traitée, nous dit-elle, pour 2 ans pour un myélome. Et le gynécologue me conseille de continuer ces traitements. Qu'en pensez-vous, Bénédicte? Alors, le traitement hormonal de la ménopause a pour indication les symptômes climatériques de la ménopause, c'est-à-dire bouffée de chaleur, sueur nocturne. Il est actuellement, je vous dis la théorie, il est actuellement recommandé de ne pas les prolonger au-delà de 5 ans. Donc, ça retarde notre ménopause de 5 ans. Il est certain que puisque c'est la privation en œstrogène qui conduit les femmes à diminuer leur densité osseuse, le traitement hormonal de la ménopause va prévenir l'ostéoporose. Mais ce n'est pas un traitement reconnu. À partir du moment où on a une ostéoporose, avec des complications fracturaires, comme on l'a traité là ce soir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question, parce que là, elle est partie, la question. Donc, c'est ça. C'est un peu plus haut, le traitement, un traitement hormonal de la ménopause. Ok, il n'y a pas de contre-indication, pas plus de 5 ans, hein, c'est un traitement préventif, ça retarde la ménopause, mais on ne le propose pas en traitement dit curatif d'une ostéoporose. Ça permet d'éviter une perte trop rapide de la densité osseuse dans les premières années en périménopause, mais effectivement, c'est pas le traitement de référence, mais ça permet de limiter. Après, il y a Valérie qui nous parle, alors vous êtes quasi un cas d'école, puisque vous avez une maman qui a de l'ostéoporose, vous avez une spondyloarthrite, vous avez perdu 2 cm, et donc, sinon, vous voulez juste apporter votre témoignage. Effectivement, ce sont tous des facteurs de risque d'ostéoporose et potentiellement de fracture de vertèbres, Bénédicte. Alors, effectivement, le facteur maternel, la maman qui fait de l'ostéoporose, le facteur maternel qui entre en ligne de compte, c'est l'antécédent maternel de fracture du col du fémur. Donc, j'espère que la maman n'a pas fait de fracture du col et que pour son ostéoporose, elle est traitée. Après, la spondylarthrite, comme tous les rhumatismes inflammatoires, et donc en particulier aussi la polyarthrite rhumatoïde, dès qu'il y a une maladie inflammatoire, ça peut être aussi une maladie digestive, telle que la maladie Crohn par exemple, c'est l'inflammation en elle-même qui va induire un risque d'ostéoporose. Donc là, il y a un signal d'alarme. De toute façon, la dame qui vient de nous poser la question, si c'est Valérie, si j'ai bien retenu. Oui, c'est ça. Comme elle a une spondylarthrite, je pense qu'elle est prise en charge aussi par un rhumatologue. Et le rhumatologue a dû vérifier la densité osseuse de Valérie pour être sûr que, pour l'instant, elle n'avait pas besoin d'un traitement. Et il a dû vérifier avec elle que ses apports calciques, vitamine D, étaient corrects. Et la spondylarthrite, quand elle est très évoluée, on sait que la spondylarthrite, c'est la fusion des vertèbres. Souvent, ce qui
ce qui casse, ça peut être une vertèbre, mais ça peut être aussi en arrière de la vertèbre. C'est un petit peu plus compliqué on va dire qu'un patient lambda. Mais bien sûr, ça peut être une complication. Les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires ont plus que d'autres le risque de fracture, et en particulier de fracture vertébrale. Okay. Ensuite, Roselyne nous parle. Donc, Roselyne, vous avez 74 ans. On vous a détecté une fracture vertébrale qui n'a pas été révélée par des ostéodensitométries. Alors, l'ostéodensitométrie va pas toujours détecter les fractures vertébrales. Hein. Vous avez peur des biphosphonates. Est-ce inévitable ces fractures, Bénédicte? Est-ce qu'il faut traiter cette patiente qui a déjà une fracture vertébrale? Alors, l'ostéodensitométrie ne dépiste pas la fracture vertébrale, sauf si l'appareil est muni d'un logiciel qui s'appelle la VFA, ou Vertebral Fracture Assessment, ou évaluation des fractures vertébrales, qui est un examen d'imagerie 10 fois moins irradiant qu'une radiographie standard, et qui permet de dépister des fractures vertébrales. Donc, nous, au centre hospitalier du Mans, on a ce type d'appareil. On peut mesurer la qualité osseuse, je passe. Donc, l'ostéodensitométrie de base, elle mesure la densité osseuse. Donc, elle peut pas dépister la fracture. C'est soit la VFA, soit la radio standard, soit on toise les patients, ils ont perdu des centimètres de taille, c'est un signal d'alarme. Il veut dire que la dame, là, en question, on lui a dépisté une fracture vertébrale, sans doute par une radio, à moins qu'elle se soit plainte son dos à un moment ou à un autre. La question qui est faut-il traiter? La réponse, elle est oui. Il faut traiter. Et l'intérêt après d'avoir l'ostéodensitométrie, c'est de savoir s'il faut uniquement déjà protéger les vertèbres ou aussi le col du fémur. S'il y a 2 fractures vertébrales, on peut proposer un traitement qui s'appelle le tériparatide en l'absence de contre-indication. S'il y a une fracture vertébrale, on ne peut pas parce que le médicament ne sera pas remboursé. C'est un médicament qui est très cher et sur 18 mois. Et s'il y a une valeur basse de densité osseuse au col fémoral, il faut agir sur les 2 sites, vertébral et fémoral. Et donc là, on privilégie effectivement un biphosphonate. Alors surtout, les biphosphonates, ils ont comme principale contre-indication l'insuffisance rénale. Alors l'insuffisance rénale, ça on sait la dépister avec une analyse du sang. Ensuite, le risque, alors je le dis tout de suite, bien que ce soit du traitement et pas du diagnostic, le risque d'ostéonécrose de la mâchoire qui fait peur à tout le monde. Je dis et redis que c'est 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000 patients quand on prend en charge un patient pour une ostéoporose. Ce n'est pas du tout le cas si on utilise le biphosphonate dans une indication de cancérologie. Parce qu'en cancérologie, ils vont utiliser 4 mg d'acide zolédronique toutes les 3 à 4 semaines. Chez un patient qui est immunodéprimé du fait de sa chimio, de sa corticothérapie, parfois d'un état d'hygiène bucco-dentaire un peu déplorable, surtout s'il a fumé. Tandis que dans l'ostéoporose, les patients ne sont habituellement pas immunodéprimés par une chimiothérapie. Et d'autre part, la dose, si on prend ce fameux acide zolédronique Aclasta, en non-commercialisation, c'est 5 mg par an. Donc la dose est vraiment, ça n'a rien à voir, ni le contexte, nous on parle de terrain entre le patient ostéoporotique et le patient cancéreux, la dose de traitement administrée, et même dans les recommandations, on peut tout à fait traiter un patient qui a une ostéoporose et qui n'a pas vu son dentiste, si bien sûr, il ne nous dit pas la consultation, je dois me faire extraire une dent dans le mois qui vient, ou je crois que j'ai un abcès dentaire. Bon, là, ok, on va le confier au dentiste, on va faire les soins dentaires, et puis après, on va pouvoir commencer notre biphosphonate. Et la haute, non, c'est l'AFSAP, je ne sais pas la HAS, c'est l'AFSAP, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, autorise les soins dentaires habituels, détartrage, quand les patients sont sous biphosphonate. La seule précaution, en cas d'extraction dentaire, c'est de mettre le patient sous antibiotiques pour éviter l'infection, puisqu'en fait,
C'est ça qui va être l'élément déclenchant de la complication nécrose de la mâchoire, c'est l'affection. D'où aussi le message très important pour tout le monde, même quand on n'a pas d'ostéoporose, il faut aller voir son dentiste une fois par an. Ça fait partie des bonnes règles d'hygiène de vie. Oui, je crois qu'il faut vraiment dédramatiser les biphosphonates. Ce risque qui est de monter en épingle est très 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 faible, comme vous l'avez bien dit. Et donc le rapport bénéfice-risque, il faut toujours mettre en balance le bénéfice et le risque du traitement. Et dans l'ostéoporose, dans la très grande majorité des cas, le bénéfice est très nettement supérieur au risque. Donc n'ayez pas peur des biphosphonates. Il vaut mieux prendre des biphosphonates pour éviter de nouvelles fractures. C'est fondamental. Vous êtes d'accord, Bénédicte, j'imagine? Oui. C'est pareil. Moi, du coup, à mes patients, je dis voilà, le risque d'ostéonécrose, c'est 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000. C'est quasiment le risque qu'on a dans la population en général. Le risque de refaire une fracture dans l'année qui suit, il est de 20% ou de 25%. Après, les gens font leur choix. Mais la vie n'est pas dénuée de risques. On essaye toujours de prendre le minimum de risques. Et là, franchement, je pense que ne pas se traiter quand on a fait une fracture de vertèbre expose à beaucoup plus de complications que si on se traite par biphosphonate. Exactement. Alors après, Fabienne nous repose une question sur les traitements. On a toujours beaucoup de questions sur les traitements, mais c'est normal. On fera un web conférence spécifique sur les traitements. Mais c'est pas grave, on va essayer d'y répondre. Vous avez pris donc 2 ans de Zometa, donc un biphosphonate qu'on donne dans le myélome, qui est très proche c'est quasi le même qu'on donne nous dans l'ostéoporose à des doses peut-être différentes, comme on l'a dit. Vous avez rechuté malheureusement cette année et on peut plus vous redonner de Zometa. Quelle autre possibilité pour renforcer mes os aujourd'hui, Bénédicte? Est-ce que vous pouvez répondre à Fabienne? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du myélome. Le Zometa, c'est l'acide zoledronique, c'est 4 mg. Déjà, il faut être sûr que l'équipe d'hémato ne peut pas redonner de Zometa après 2 années. Je ne sais pas, Laurent, si tu peux répondre. Non, tout à fait, oui. Et après, quelles autres possibilités pour renforcer mes os aujourd'hui? Donc, ça veut dire qu'il y a une indication à renforcer les os en dehors du traitement du myélome. Il y a le dénosumab, mais dans le myélome. Mais là, vous voyez, c'est 2 maladies différentes. Ostéoporose et myélome, c'est 2 choses différentes. Donc là, je suis pas très à l'aise pour répondre parce que sans vouloir me défausser, je dirais qu'il faut en discuter avec l'hémato. Et oui. Là, c'est dans une équipe hospitalière. Donc cet hémato, il a obligatoirement un correspondant rhumato. Tout à fait. Souvent, non, mais tout à fait. On nous pose parfois la question faut-il traiter une ostéoporose alors que le patient a un myélome? Le myélome, on peut donner effectivement du Zometa, parfois à des doses très importantes, et donc on traite en même temps le Zometa, ça traite aussi l'ostéoporose s'il y a une ostéoporose en plus. Après, ce qu'il faut voir, c'est la dose. Donc ça, il faut retourner voir votre hématologue. Parce que parfois, il y a des doses qui sont très importantes. Et on peut également regarder le remodelage osseux en faisant une prise de sang qu'on appelle le CTX. Si le CTX est très bas, que la densitométrie osseuse est contrôlée et ne bouge pas trop, on peut dire que vous êtes déjà traité par les traitements par le Zometa, par exemple. Mais ça, c'est à réévaluer avec votre hématologue et peut-être avec et sûrement avec un rhumatologue. D'ailleurs, Hervé nous fait une petite pub pour une autre webconférence sur le myélome qui aura lieu bientôt. Donc, vous pourrez peut-être poser d'autres questions à nos collègues hématologues sur ce problème spécifique. Une autre question, on aurait évoqué la guérison de l'ostéoporose. Je pensais qu'une fois installée, dit Sophie, on pourrait la maîtriser, mais pas la guérir. Bénédicte? Alors, peut-être que le terme de guérison est effectivement un peu exagéré. C'est comme toutes les maladies chroniques. Quand vous avez une hypertension artérielle, quand vous avez un diabète, on peut contrôler vos chiffres de tension, on peut contrôler le chiffre de glycémie, mais vous êtes tributaire d'un traitement jusqu'à la fin de vos jours. Quand vous avez une ostéoporose, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire que on vous prend en charge, il y a un moment où vous avez besoin d'un traitement, on réévalue, vous avez une parfaite fracture, votre densité osseuse est correcte, on fait ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Donc, on arrête les traitements de l'ostéoporose. Et puis, on réévalue 2 ou 3 ans plus tard en ostéodensitométrie et en consultation clinique pour voir où vous en êtes et savoir s'il faut reprendre ou non un traitement. C'est-à-dire que
On peut, dans l'ostéoporose, faire ce que nous on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire on arrête le traitement. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête la surveillance. La surveillance d'un patient qui a été diagnostiqué comme ostéoporotique doit être jusqu'à la fin de ses jours, mais le traitement sera par séquence thérapeutique. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Oui, j'aurais répondu. Clair, merci. Valérie nous dit quoi faire quand on enchaîne les fractures vertébrales. Ben, c'est une représentation et une démonstration que de la cascade fracturaire, c'est pas une vue d'esprit. Une fracture va en entraîner d'autres, donc il faut se traiter. Et que faire? Il porte un corset. Quoi faire de plus? Il a une spondyle. Ben, Bénédicte, je sais pas ce que vous pouvez répondre. Moi, je dirais qu'il rediscute de l'ostéoporose avec son rhumatologue. Si on enchaîne les fractures vertébrales à court terme, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire sur une période de un an, en étant certain que l'évaluation biologique ait bien été faite, il faut donner le temps au traitement d'agir. Malheureusement, si on évalue l'efficacité d'un traitement au bout de 3 ans, on contrôle le tout au bout de 3 ans, c'est que c'est pas dès la première année ou dès les 3 premiers mois, j'ai commencé mon traitement pour renforcer la solidité des os et c'est fini. Non, c'est une histoire de longue haleine. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite, une fois la première fracture de vertèbre faite, de façon à commencer un traitement vite pour éviter au maximum les autres fractures. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour Valérie, mais là, effectivement, si ces fractures sont récentes, il faut soulager la douleur et voir avec le rhumato, le médecin de rééducation, et puis que le traitement soit bien suivi, bien expliquer le traitement, le réévaluer, etc. Ça va pas être tout de suite. Enfin, l'efficacité, c'est pas au bout de ni 3 mois, ni même d'1 an. On considère souvent qu'un événement fracturaire qui apparaît dans les 6 à 8 premiers mois, on ne peut pas dire que le traitement ne marche pas. Simplement, c'est le temps que le médicament agisse sur l'os. Et l'os, c'est une structure qui bouge très, très lentement, qu'on mobilise très lentement avec les médicaments. Donc, il faut être patient. Il faut bien continuer son traitement, surtout le prendre régulièrement pour les médicaments en comprimé, parce que l'adhésion, c'est fondamental. Alors, l'utilité du corset, le corset dans les fractures vertébrales, qu'en pensez-vous, Bénédicte? C'est une question. Alors, je revenais là pour l'histoire des traitements. Quand les traitements biphosphonates sont donnés par voie orale, il faut bien respecter les contraintes de prise. C'est-à-dire le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau, du robinet, une demi-heure avant le petit déjeuner, sans s'allonger pendant cette demi-heure. Parce que si on ne respecte pas cette contrainte de prise, c'est comme si on ne faisait rien. Il y a 30% des patients qui sont non répondeurs aux biphosphonates par voie orale, parce que l'absorption digestive est très faible, 1%. C'est pour ça qu'on privilégie le biphosphonate par voie veineuse. Et qu'on peut céder, au lieu d'attendre 3 ans le contrôle de densitométrie pour être sûr qu'on a augmenté notre densité osseuse, on peut céder de ce qu'on appelle les marqueurs du remodelage osseux et du dosage du CTX dans le sang à faire au laboratoire un matin à jeun, sinon c'est pas fiable. Et si on est répondeur au traitement, notre taux de CTX va diminuer de 50 puis 70%. Donc ça c'est un petit élément pour savoir avant le contrôle de densité osseuse si on répond au traitement biphosphonate par voie orale. Et le corset, alors le corset, oui, ça peut effectivement aider dans les premiers temps où la fracture peut être douloureuse. Il faut surtout ne pas, faut veiller à pouvoir l'enlever le plus rapidement possible parce que on amyotrophie nos muscles et on perd de l'ergonomie, ça s'appelle l'ergonomie. C'est bien dans une phase aiguë de la douleur fracturaire et c'est là que certains de mes collègues peuvent proposer ce qu'on appelle une cimentoplastie ou une kyphoplastie qui consiste à mettre dans la vertèbre fracturée du ciment ou un petit ballonnet pour leur donner sa hauteur. Et là, il y a ceux qui sont favorables à cette technique, ceux qui le sont moins. C'est tout un débat parce que faire ce type de geste sur une colonne qui est porotique met
fait courir le risque que les vertèbres qui sont au-dessus de la vertèbre traitée par cimentoplastie ou vertébroplastie cassent à leur tour s'il y a une diminution des forces de pression. Donc voilà, pour le corset, c'est le temps le plus court possible. Voilà, le traitement de l'ostéoporose, c'est pas le ciment. Le ciment, ça enlève juste la douleur. Le vrai traitement, c'est le traitement de fond, qui peut être soit effectivement du tériparatif s'il y a 2 fractures vertébrales, mais vous l'avez bien dit. Mais il faut prendre encore une fois tous les jours pendant 18 mois, donc c'est pas si contraignant que ça finalement, et c'est très efficace. Ou les biphosphonates, soit le matin à jeun, soit avec les nouveaux gastro-résistants, Lactonel gastro-résistant par exemple, qui permet de le prendre à la fin du petit déjeuner, qui limite un peu ses contraintes. Mais si on prend pas les traitements, on ne pourra pas agir sur l'os. Donc c'est fondamental, c'est l'adhésion, l'adhérence, et donc prendre bien le traitement tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois selon une fois par an. C'est très important. La plastie est-elle efficace car elle supprime la douleur? Ouais. C'est comme lorsqu'on fait une fracture du poignet, on va voir l'orthopédiste, il va soit nous poser un plâtre, soit nous opérer, il traite la fracture et ça s'arrête là. Exactement. C'est-à-dire que la cimentoplastie, elle est efficace, elle supprime la douleur de la fracture vertébrale, mais il y a le risque que d'autres vertèbres se cassent, donc il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment continuer la prise en charge de la maladie osseuse. Bah écoutez, Fabienne nous dit que c'est très clair, donc on est très content. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Je pense que j'ai à peu près été votre porte-parole et essayé de poser toutes les questions. Pour ce qui est de la prévention, il y a Marie-Laure qui nous pose la question sur la prévention de l'ostéoporose. Je peux vous renvoyer aux autres webconférences, on en a déjà parlé, mais effectivement, il y a des moyens de prévention, activité physique, les apports vitaminocalciques, avant les fractures et avant l'ostéoporose. Mais je vous renvoie. Oui. Ne pas fumer, on est le moins sans tabac. Le tabac est un facteur de risque d'ostéoporose. Ne pas consommer d'alcool de façon excessive. Je vous renvoie donc sur les autres webconférences. Et donc Véronique nous remercie. On n'a pas répondu à ma question, Martine. Je suis désolée. Alors je vais essayer de retrouver votre question. Oui, est-ce que vous pouvez nous reposer votre question, Martine, parce que j'ai peut-être loupé. Je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous nous reposer votre question, Martine? Je vais essayer de vous retrouver. À moins que Hervé puisse la retrouver, je ne sais pas. Oui, Hervé, est-ce que tu peux nous aider à retrouver la question de Martine que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a eu un problème technique? Ah, Martine. Oui, très très bonne question en plus. Donc, vous avez fait une fracture vertébrale il y a 1 mois, alors que vous étiez traité depuis 2 ans par haloxyphène. Qu'en pensez-vous et quelle conduite à tenir, Bénédicte? Eh bien, si la fracture vertébrale est bien une fracture de fragilité à la suite d'un traumatisme minime ou de façon spontanée, ça veut dire que le raloxyphène, si vous le preniez correctement, n'est plus efficace, n'est plus adapté pour vous. Donc, il faut réévaluer donc la clinique, la biologie, la densitométrie et changer votre traitement d'ostéoporose, de fragilité osseuse. Voilà. Donc, retournez voir votre rhumatologue pour rediscuter d'un nouveau traitement. Effectivement. Écoutez, on a la question de Martine. Non. Non, je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Il y a eu des difficultés de connexion à 18h. Alors effectivement, vous pouvez revoir en podcast. Hervé nous en parlera. Toute la webconférence, vous pourrez la voir quand vous voulez, tranquillement, dans votre salon. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, merci encore à Bénédicte pour ces questions et ce diaporama très clair et ces réponses surtout très claires. Je vous rappelle que cette série de webconférences organisée par la FLAR, qui est votre association, plus on est nombreux à l'association, on a même une adhésion gratuite, donc adhérez, et plus on est nombreux, plus on pourra vous défendre et plus on pourra faire des choses pour vous. Donc, n'hésitez pas à en parler, adhérez à l'association, c'est très important. Nous organiserons d'autres webconférences sur ostéoporose
et alimentation, ostéoporose et les traitements des fractures vertébrales, ostéoporose et activité physique. Vous voyez que on va pouvoir répondre à beaucoup de vos questions. Donc, vous pouvez également nous soutenir en allant sur le site de la FLAR et en adhérant, puisque c'est en nombre d'adhérents qu'on compte notre force et qu'on peut discuter avec notamment les instances gouvernementales et européennes. Nous avons mis en place un numéro qui s'appelle Allo Ostéoporose. C'est un numéro au 0810 43 03 43. Vous pouvez avoir d'autres informations complémentaires. On peut vous envoyer des documents donc sur notre site, ou vous pouvez nous contacter sur le contact@aflar.org. On vous met à disposition des experts de très grande qualité, comme Bénédicte par exemple, qui ont pu répondre à vos questions. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop inquiétant, parce que Claudine nous répond que c'était très inquiétant. Il faut pas que vous vous inquiétez. Hein. On peut avoir deux maladies qui fragilisent l'os et avoir des traitements adaptés et éviter les fractures. Hein. Faut pas vous inquiéter. Il faut en parler aux médecins qui vous prennent en charge pour bien poser les problèmes, bien répondre à vos questions. Et voilà, comme on dit, n'ayez pas peur. Hein. Ne soyez pas trop inquiète. Hein. Il faut être vigilant, mais pas inquiète. On a actuellement les moyens de vous prendre en charge pour éviter les fractures. Donc, ne soyez pas inquiète. C'est peut-être le message de fin en disant ne soyez pas inquiets. L'ostéoporose existe. Il y a une certaine gravité, mais il y a des choses à faire. Donc, merci à tous. Merci à Bénédicte pour avoir pris de son temps. Merci à tout le monde. Merci pour les petits messages. J'aime bien les petits messages avec des photos de chats parce que j'aime beaucoup les chats et je vois aussi qu'il y a des petits chiens. Donc ça, c'est plutôt pour Laurent. C'est très sympa. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Donc, on vous donnera de nos nouvelles pour les prochaines webconférences. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt.